et début de tournage. Allez savoir toute la vérité sur Galilée. Et salut compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons rétablir la vérité, et rien que la vérité, sur le très célèbre Galileo Galilei. Et du coup, ça y est, t'as eu le fric du gouvernement hein. Et ils t'ont filé combien? Oh putain, c'est abusé, les mecs, c'est des rapiens en ce moment, c'est incroyable. Arnaud, on a commencé. Aujourd'hui, on constate que certains livres d'école, certains professeurs et certains érudits du pays vous mentent. Ou du moins, ils sont eux aussi convaincus de leurs croyances. Effectivement, car nous nous retrouvons assez souvent avec des personnes annonçant que Galilée était un incompris contre tous pour prouver que la Terre est ronde. Et tout cela n'est que pure invention du 19e siècle. La réalité est tout autre et c'est ce que l'on va voir maintenant. Encore aujourd'hui, nous pouvons lire c'est là que Galilée a prouvé que la Terre est ronde. Puis plus récemment, nous avons même pu entendre cela. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait, et la majorité pensait qu'elle était plate et statique. Alors pour être clair, nous avons pris cet exemple récent car justement il est récent. Si vous avez reconnu la personne à l'origine de ces propos, tant mieux pour vous. Mais nous tenons à préciser que nous n'attaquons pas la personne en question, d'où la modification de sa voix, ni d'ailleurs ne la défendons d'avoir raconté des conneries. Il faut prendre cela comme un exemple. Pour commencer, la Terre est ronde, n'en déplaise aux plateux. Déjà au Moyen-Âge, nous n'avions aucun doute sur la rotondité de notre planète. Certains Grecs, dont Pythagore, l'ont évoqué. Quant à Ératosthène, il va plus loin en calculant la circonférence de notre planète avec une précision remarquable pour l'époque. Par exemple, Christophe Colomb pensait atterrir en Inde en 1492 en traversant l'Atlantique. Il ne pensait pas tomber sur un mur, un gouffre ou autre. Et il pensait tout simplement faire le tour du monde. Et puis nous avons aussi Magellan qui sera le premier à réaliser un tour du monde en 1522 après 3 ans de voyage. Bref, nous voyons le Moyen-Âge comme un âge sombre, ce qu'il n'est pas, alors que la Renaissance, époque de Galilée, n'a rien vraiment de reluisant. Inquisition, bataille théologico-politique et guerre de religion dont la guerre de 30 ans. Et passons maintenant au personnage qui nous intéresse, c'est-à-dire Galilée, qui est né le 15 février 1564 à Pise. Son père fait en sorte que son garçon aille dans les bonnes écoles pour finir médecin. Cependant, Galilée finira par étudier les mathématiques et les sciences de la nature. Il commencera très rapidement par s'opposer aux sciences du célébrissime et désormais scientifique raté ultra connu, j'ai nommé Aristote. Aristote, aussi bon philosophe que mauvais physicien, est l'un des rares Grecs qui a gardé autant d'influence jusqu'à la Renaissance. Ainsi, la scolastique, qui est l'étude de la philosophie d'Aristote, associée à la théologie chrétienne, est en vogue et se retrouve instruite dans les universités. Au passage, il est intéressant de noter que la philosophie intègre et englobe les sciences dites dures ou exactes de cette époque. Galilée va tout d'abord étudier la nature des mouvements et s'attaquer principalement aux énoncés d'Aristote sur la chute des corps. Il est de nature des objets plus lourds de tomber plus vite. Ce que Galilée contestera. Il fera une démonstration du haut de la tour de Pise en jetant deux objets de la même matière et de poids différents. L'objet plus lourd arrivera avant l'objet le plus léger avec un écart estimé de quelques pouces seulement, soit un écart infime par rapport à l'écart bien plus conséquent prévu par Aristote. Cependant, il est à noter que cette expérience de la tour de Pise est contestée. Certains évoquent que son élève Viviani a enjolivé l'expérience. Il est au final fort peu probable que Galilée ait fait cette expérience à la tour de Pise, mais plutôt ailleurs. Galilée poursuivra ses recherches sur le mouvement des corps, jusqu'au jour du 19 juillet 1609 où en déplacement à Venise il entend parler d'une lunette inventée par un néerlandais permettant de réaliser un grossissement x2. Cet objet intéresse beaucoup de monde, pour des usages de médecine notamment, mais aussi et surtout pour un usage militaire. À ce moment-là, Galilée n'a pas de vrais problèmes financiers, mais il ne roule pas vraiment non plus sur l'or. Il doit entretenir une femme et 3 enfants à Padoue, ainsi que sa mère, 2 de ses sœurs et son frère, qui sont à Pise. Il enseigne à l'université de Padoue, qui paye bien, mais pas suffisamment pour entretenir convenablement toute sa famille. Ainsi, il est obligé de faire des leçons particulières et d'utiliser son ingéniosité pour vendre divers produits inventés ou améliorés par ses soins. Galilée voit dans la lunette un moyen simple de réaliser de l'argent et ainsi d'assurer un bon avenir pour sa famille.
En quelques jours, il met au point une lunette bien plus performante que l'original avec un grossissement allant entre x8 et x9. Puis après une démonstration à Venise, il parviendra à faire une lunette avec un grossissement x20. À partir de là, Galilée va pointer sa lunette vers le ciel et faire des observations décisives pour l'avenir de l'astronomie, comme science à part entière. Il va notamment découvrir que la Lune n'est pas un astre avec une surface régulière et parfaite. Il y observe des montagnes, des cratères. De même, il repère 4 lunes à Jupiter. Après ces observations, il sortira un livre dont la première édition sortira à 550 exemplaires et qui seront tous vendus en moins d'une semaine. Un succès pour l'époque. Cependant, certains vont l'accuser de plagiat ou encore que les lunes de Jupiter ne sont que le résultat d'interférences. Néanmoins, d'autres savants, dont Kepler, vont étudier les observations de Galilée grâce à leurs propres lunettes et ils valideront tous ces observations. Des artistes vont chanter le premier astronome et des célébrations vont avoir lieu près de Padoue, l'université où il est professeur. C'est à partir de cet instant qu'il connut un grand succès dans le monde entier, sauf parmi le petit mais très influent monde des universitaires. À cette époque, astrologie et astronomie ne sont quasiment qu'une seule et même science. Elles sont étudiées et pratiquées souvent en même temps. C'est le système de Ptolémée, appuyé par Aristote, qui est enseigné. La Terre est au centre de l'univers, la Lune, le Soleil ainsi que tous les autres astres errants tournant autour de notre planète. C'est ce que nous appelons le géocentrisme, qui est également défendu par Aristote. Cependant, cette vision pose des problèmes pour certaines planètes, comme c'est le cas pour Mars. Un temps elle avance, un autre elle recule. Des astuces sont mises en place comme les épicycles et les écans pour tenter de régler ces problèmes. Mais malgré ça, tous les mouvements ne sont pas ou difficilement expliqués. D'un autre côté, il existe un autre système de pensée qui a été évoqué chez les Grecs et qui sera plus largement évoqué par Copernic. L'héliocentrisme. Le Soleil est au centre de la galaxie et les planètes lui tournent autour. Copernic a publié un livre à sa mort présentant un modèle mathématique sur l'héliocentrisme et qui propose des calculs plus précis que le géocentrisme. Il est d'ailleurs bien précisé dans la préface. Car, en effet, il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies, ni même vraisemblables. Une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. Même si Copernic tente d'affirmer l'idée de l'héliocentrisme, il n'en a aucune preuve. Il fallait donc être prudent. De ce fait, l'Église n'a pas interdit le livre qui, en plus, ne connaît pas un succès phénoménal à ses débuts. L'une des observations de Galilée qui pose problème concerne la Lune. Beaucoup pensaient que la Lune n'était qu'une sphère parfaite et lisse. Grâce à la lunette astronomique, Galilée constate qu'elle ressemble à la Terre avec notamment des montagnes et des vallées. Du coup, qui ne nous dit pas que, par analogie, des hommes vivent dessus? Le cardinal Bellarmine s'inquiète pour la véracité des dogmes de l'Église. Galilée rassura l'Église en écrivant qu'il ne croyait pas en l'existence de créatures dotées d'une raison sur la Lune. Galilée poursuivra ses recherches et sera le premier à observer les anneaux de Saturne. Cependant, une correspondance avec un élève de Benedetto Castelli va changer la donne. Galilée étudia les fameuses phases de Vénus. Ces observations tendront à valider l'héliocentrisme de Copernic. Pour faire simple, les phases de Vénus, c'est le même principe que les phases de la Lune. Galilée va observer l'évolution des zones d'ombre sur Mercure, Vénus et Saturne pour en conclure qu'elles orbitent autour du Soleil et non la Terre. Il avait enfin une preuve matérielle qui permettait de contester le géocentrisme. Pendant ses recherches, Galilée monte en grade et devient officiellement un personnage incontournable en Europe. Il devient philosophe et mathématicien, le plus haut grade chez les universitaires. Il intégrera même les rangs très fermés d'une académie. Il est très convoité et côtoie les grands de son époque. Il va notamment entrer en contact avec les jésuites, un corps de l'église catholique. Les jésuites vont étudier à la demande du cardinal Bellarmine, lui aussi jésuite, les travaux de Galilée. Ils valideront les travaux du scientifique et trouvent les découvertes très intéressantes, tout en émettant quand même quelques réserves sur les interprétations à en faire. Ainsi, les portes du Vatican s'ouvrent aux philosophes et mathématiciens. C'est une consécration. Il est même reçu par le pape en personne. Grâce à sa nouvelle notoriété, Galilée se met publiquement à attaquer les enseignements d'Aristote. Galilée souhaiterait que, progressivement, l'Église abandonne les préceptes d'Aristote et passe du Moyen-Âge au temps moderne. La résistance ne se fait pas attendre, et quelques personnes influentes préparent la riposte. Il s'ensuit une bataille, non pas scientifique mais théologique. Effectivement, ces détracteurs, principalement des ecclésiastiques dominicains influents, disent que la vision de Copernic, défendue par Galilée, va à l'encontre des saintes écritures de la Bible. Le problème principal concerne le mouvement de la Terre.
et pas du tout si elle est au centre de l'univers ou en rotation autour du Soleil. La Bible évoque l'histoire de Josué, qui aurait demandé à Dieu d'arrêter la course du Soleil et de la Lune. Josué dira « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le Soleil s'arrêta et la Lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Si le Soleil était immobile, comment Josué aurait pu demander à Dieu d'en arrêter sa course? Faut savoir que les Saintes Écritures sont garanties par l'Esprit Saint, et sont donc irréfutables. Ainsi le Soleil est en mouvement, et l'héliocentrisme n'est pas la réalité. Alors il est à noter que pour les ecclésiastiques de l'époque, l'héliocentrisme est une solution mathématique, élégante, et beaucoup plus précise que le géocentrisme, mais est théologiquement fausse. Malheureusement, dans cette bataille, le pape Paul V n'est pas propice au changement, et les jésuites sont partagés. D'ailleurs, Bellarmin, cardinal jésuite, voit Galilée comme un hérétique. Galilée est attaqué par de nombreux dominicains, mais tout commence avec Benedetto Castelli, un moine bénédictin qui s'était quelque peu offusqué que Galilée contredise la parole divine des Saintes Écritures. Galilée lui répondra dans une lettre qui sera appelée la lettre à Castelli. En gros, Galilée annonce que le texte de la Bible ne doit pas être pris au sens littéral. En effet, certains passages sont des images, des métaphores, bref, il faut lire entre les lignes. Ce sont les savants, les astronomes, qui peuvent lire entre ces lignes. Il dit clairement que les ecclésiastiques n'étaient pas forcément les plus compétents concernant l'astronomie. Galilée a raison, mais va tout de même un peu trop loin. Il va quand même répondre sur le fond des accusations et trouve une parade pour expliquer le phénomène de Josué. Il écrira « Ajoutons à cela qu'il est peu croyable que Dieu ait arrêté le seul soleil, laissant les autres sphères continuer leur course car cela aurait, sans nécessité, altéré position et disposition des autres étoiles en relation avec le soleil et aurait gravement perturbé le cours de la nature. Mais on peut croire qu'il arrêta le système entier des sphères célestes, lesquelles, après ce temps de repos, reprirent leurs mouvements respectifs, sans confusion ni altération d'aucune sorte. » Bref, vous vous en doutez, ces arguments ne convainquent pas. Attaquer l'église de front n'était clairement pas la bonne solution. Castelli va faire des copies de cette lettre, et il va la faire diffuser. D'ailleurs, entre nous, les copies n'étaient pas non plus de bonnes répliques. Il y a eu quelques déformations, sûrement volontaires pour bien enfoncer le clou. Il faut bien comprendre que c'est un moment important car c'est ce moment-là qui sera longtemps reproché à Galilée. Dès qu'une affaire va maintenant apparaître concernant le scientifique, cette lettre sera ressortie pour montrer l'hérésie du personnage. Bon, les dominicains sont agacés, et c'est notamment le cas du père dominicain Tommaso qui va même prétexter que les mathématiques étaient l'œuvre du démon, et qu'il fallait bannir la science des mathématiques. La lettre à Castelli va arriver jusqu'à l'Inquisition par le biais de Niccolo Lorini, qui voulait dénoncer Galilée et ses adeptes sur le fait que la Terre se meut et que le Soleil est immobile. Clairement, entre cette fameuse lettre et les théories soutenues par Galilée, il risque clairement le bûcher. Galilée tente de se défendre en éclaircissant ses propos et en prétextant notamment que certaines des copies sont falsifiées. Sa défense ne fonctionne pas et le mathématicien perd peu à peu ses amis jésuites, sans oublier les dominicains qui sont de plus en plus en rogne. Le pape va même constater que partout où passe Galilée, les gens ressortent convaincus des thèses de l'astronome. Ainsi, après avoir réuni des experts du Saint-Office, le pape va ordonner une injonction interdisant à Galilée d'enseigner et de débattre de ses opinions sur l'héliocentrisme. Le même jour, d'autres condamnations furent prononcées auprès de ceux défendant les thèses de Copernic. C'est l'un des principaux détracteurs de Galilée, le cardinal Bellarmin, qui sera chargé d'informer l'astronome de son admonestation. Cela veut dire qu'il reçoit une sorte de carton jaune et s'il recommence à parler de l'héliocentrisme, la sanction ne sera pas la même. Très rapidement, des rumeurs éclatent. Certains font circuler que Galilée aurait été condamné par l'Inquisition et qu'il a dû abjurer secrètement. Galilée se voit obligé de demander à Bellarmin de faire une lettre publique pour faire une mise au point. Entre-temps, le livre de l'héliocentrisme de Copernic, qui fait débat, fut suspendu le temps qu'une commission fasse des modifications pour qu'il soit en accord avec les Saintes Écritures. Certains scientifiques, pourtant opposés à Galilée comme Campanella, le défendirent en vain. L'Église voulait que l'héliocentrisme reste une hypothèse élégante, mais ne soit en aucun cas divulgué comme une vérité absolue. Cependant, tout ne s'arrête pas là. Galilée continue ses recherches et une histoire de comète plus tard, ainsi qu'un nouveau livre controversé et condamné par les jésuites, mais validé après examen par un cardinal légat, Galilée reprend des forces. Du côté de l'Église, le pape Paul V meurt, et son successeur, Grégoire XV, meurt 2 ans après. C'est au tour d'Urbain VIII de devenir pontife.
Urbain VIII n'est pas un pape comme les autres. Il est jeune, poète et surtout c'est un savant qui est le fruit des institutions jésuites. Sans oublier que le nouveau pape et Galilée sont amis depuis alors une dizaine d'années. Dès son accession au trône, les académies et universités retrouvent un souffle nouveau. Galilée recommence même à trouver de l'influence, notamment celle de 2 académies influentes portées vers un renouveau culturel. Les jésuites s'opposent dorénavant fermement à Galilée, mais ils perdent de leur pouvoir. Malgré qu'il soit issu des écoles jésuites, le pape relègue le clan jésuite au second plan. Bellarmin, l'un des principaux jésuites détracteurs de Galilée, passe à trépas. L'avenir s'annonce donc bien meilleur pour Galilée. Le scientifique et le nouveau pontife se voient souvent. Au bout d'un certain temps, Galilée parle de l'héliocentrisme à Urbain VIII et veut que son injonction soit levée. Le pape hésite et accepte finalement que Galilée fasse un livre nommé Dialogue sur les 2 grands systèmes, celui de Ptolémée et celui de Copernic, avec des conditions. La plus importante indique que la présentation des 2 hypothèses doit être équitable. Le scientifique s'attache donc à l'écriture du livre où 3 personnages sont présents. Il y présente une discussion, un dialogue, entre ces 3 personnages. L'un des personnages est favorable aux théories coperniciennes, un deuxième au géocentrisme de Ptolémée, et le troisième n'a pas vraiment d'opinion. Évidemment, dans ce type d'essai, c'est l'auteur qui dirige le débat, et l'objectivité est donc difficile. Et bien sûr, Galilée, dans une sorte d'excès de confiance, mettra clairement et volontairement l'héliocentrisme en avant dans son dialogue, et défie donc les frontières imposées par son ami le pape. Cependant, les relecteurs de l'Église ne voient pas de problème pour l'impression, mais demandent quand même quelques corrections mineures. Après de nombreux allers-retours entre Galilée et les relecteurs, les livres sont finalement imprimés, mais Urbain VIII fait récupérer les livres juste avant leur vente à Rome, et les fait interdire. Cependant, certains exemplaires ont déjà été vendus à Florence. Il ne faut pas oublier un contexte difficile pour l'Église qui est en plein milieu d'un conflit de la guerre de 30 ans. Il ne faut pas non plus oublier les jésuites qui sont à l'œuvre pour tenter de revenir sur l'avant de la scène et faire taire Galilée, ses soutiens, ainsi qu'Urbain VIII. Galilée finira devant l'Inquisition. Malgré quelques soutiens italiens, notamment florentins, le procès aura lieu et Galilée finira par être condamné par l'Inquisition. Enfin, pas toute l'Inquisition, car 3 des cardinaux ne signeront pas la condamnation en soutien à Galilée. L'astronome devra abjurer, c'est-à-dire renier les idées du mouvement de la Terre et de l'héliocentrisme, et fut assigné à résidence. D'ailleurs, la légende dit qu'après la cérémonie, il aurait prononcé la tête haute et pure, si mueve, ce qu'en français on a traduit par « et pourtant elle tourne ». C'est en fait une mauvaise traduction. Mueve en italien veut dire mouvoir en français, donc se déplacer, pas tourner. Ce qui n'a pas tout à fait la même signification et vient ajouter une certaine confusion sur les préjugés que nous avons des travaux de Galilée. En Europe, l'Église s'est ridiculisée avec ce scandale religieux. Beaucoup apportèrent leur soutien aux scientifiques tout en dénonçant les méthodes peu catholiques de l'Église et surtout des jésuites. Les Français vont notamment essayer de publier eux-mêmes le fameux livre interdit du dialogue. Galilée, assigné à résidence, continuera à étudier les sciences et à écrire notamment une refonte du dialogue qui sera publiée sans le consentement de l'Église partout en Europe. Le messager des étoiles mourra dans sa demeure près de Florence, 7 ans après sa condamnation, à 77 ans, aveugle et très affaibli après de nombreuses maladies. Galilée a également étudié les taches solaires, 3 comètes ainsi que le phénomène des marées, sans oublier son invention du microscope. Le 19e siècle signe un affrontement idéologique entre les religieux et les scientifiques. Galilée sera pris en exemple et la réalité quelque peu arrangée selon le camp. Les scientifiques voulant démontrer, entre autres, l'obscurantisme de l'Église. La plupart des préjugés et idées reçues sur Galilée nous viennent de cette époque. Aujourd'hui, Galilée est considéré comme l'un des pères fondateurs de la physique moderne grâce à l'instauration d'une démarche scientifique que nous avons conservée. Ainsi, vous l'aurez compris, Galilée s'est battu contre l'Église concernant le mouvement de la Terre. Il n'était pas seul et n'a pas fini sur le bûcher. Merci à vous de nous avoir regardés. Et n'hésitez pas à partager au maximum, de vous abonner, de liker, etc. etc. Merci à tous les participants de la vidéo, notamment Arnaud d'AstronoGeek. En tout cas, des fous furieux ont décidé de se rendre sur le soleil pour savoir enfin qui tourne autour de qui. Et ne sont pas cons car bon, on le sait, le soleil c'est chaud et tout, donc ils iront dessus en pleine nuit. Comme ça, pas de problème. Merci à vous, fin de tournage.